Hello, aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous parler d'une de mes visites préférées quand j'étais au voyage au Japon. Aujourd'hui on va parler du château d'Himeji qui se trouve à Himeji, comme son nom l'indique, et c'est aussi un château qui est surnommé le château du héron blanc de par sa couleur en plâtre blanc et de la jointure des tuiles qui donne une impression que la toiture est totalement blanche. Sauf que, petite nuance, avec la pollution, etc., les jointures ne sont plus du tout blanches et en ce moment, le toit, il est pas du tout d'un blanc éclatant. Mais peu importe parce que j'ai adoré cette visite et je vais vous en parler du coup un petit peu plus. Donc, comme vous pouvez le constater, ça n'a rien à voir avec nos châteaux européens, puisque le château japonais est surtout composé d'un donjon central. Ici, pour le château d'Himeji, les appartements qui pouvaient servir au daimyo, qui est un seigneur féodal à cette époque, n'existent plus. Donc ça, on va pas pouvoir les voir, mais on verra quand même quelques petites zones appartenant à la princesse, mais on parlera d'elle un peu plus tard. C'est un château qui est construit vers 1600, donc on est en pleine période Sengoku. L'époque Sengoku, c'est une époque où la plupart des seigneurs féodaux sont en guerre. C'est le gros bazar au Japon, c'est une période qui est très très violente, beaucoup de violence, beaucoup de batailles, beaucoup de guerres pour savoir qui va un peu unifier le pays et diriger le pays. Et à l'issue de cette période, ce sera le règne des Tokugawa. Si vous vous y connaissez un petit peu en histoire japonaise, vous savez qu'ils sont très importants, les Tokugawa. Donc voilà, et après cette époque Sengoku, c'est le début de l'époque Edo que vous connaissez peut-être en art pour les ukiyo-e, etc. Mais c'est une période très très longue quand même, qui s'étale du XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Donc voilà, mais ça c'était le petit point histoire. Parce que du coup, on va regarder un petit peu plus ce château qui a été créé pour, dans un contexte quand même assez violent. Donc forcément, il a été préparé pour pouvoir se défendre et pour pouvoir être un bon château de guerre, on va dire. Donc on va avoir quelques éléments. Notamment, on a les fenêtres des donjons qui sont recouvertes de barreaux épais pour empêcher l'invasion des ennemis ou le passage de leurs projectiles. Les petits donjons, ils possèdent, eux, des fenêtres en forme de cloche qui sont décorées d'une laque noire et de feuilles d'or. Donc ça, c'est très très classe et c'est surtout une architecture qu'on retrouve habituellement dans les temples bouddhistes et ici qui serait plutôt le symbole de la noblesse. Pour les meurtrières, qui moi m'ont un peu perturbée parce que vous voyez qu'elles sont pas forcément rectangulaires, il y en a des rondes, des triangulaires, etc. Et donc là, ce sont des trous ouverts dans les murs des donjons, des tours ou des remparts, et ça permet de tirer des coups avec ses armes. Et évidemment, ce sont des éléments de défense assez importants dans un château. Chaque meurtrière égale un type d'arme. Par exemple, les carrés, c'est plutôt pour les fusils et les triangulaires, c'est plutôt pour tirer à l'arc. Ensuite, sur le terrain, vous avez une muraille qui est quand même assez grande et impressionnante qui va s'étendre tout au long du périmètre. Et le château, c'est en fait le donjon principal et il comporte 4 entrées. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que c'est quand même l'un des châteaux qui a le mieux survécu au Japon et surtout qui a le mieux survécu avec la structure en bois la plus grande du Japon. Vous devez le savoir, mais le bois, ça passe pas forcément l'épreuve du temps, mais ici ça a été le cas. Et surtout, cette structure en bois, ça représente aussi les meilleures techniques qu'ils pouvaient avoir à l'époque. Donc c'est vraiment un petit bijou d'architecture et ça permet aussi de voir ce qui se faisait le mieux à l'époque. Aujourd'hui, l'intérieur du donjon est plutôt vide, on va dire, c'est-à-dire qu'on a toute la structure, etc., mais effectivement, il n'y a pas forcément de décor, quoi, c'est beaucoup de bois, vraiment beaucoup de bois partout. J'essaierai de mettre des photos, mais forcément, il fait un petit peu sombre dedans, donc je sais pas si ça va rendre quelque chose, mais histoire de vous donner un petit aperçu. Donc dans cette partie-là, ça va être aussi une partie, dans le donjon, on va aussi stocker tout ce qui va être armes, etc. Et je peux vous dire que pour essayer de prendre ce donjon, c'est quand même assez compliqué. Il n'y a pas énormément
d'entrée facile d'accès quand il est vraiment fermé. Et en plus de ça, les escaliers sont assez raides à escalader. Donc si vous êtes un ennemi en train de monter et que les défenseurs du château sont en haut de l'escalier, ils peuvent vous pousser très très facilement et vous pouvez vous faire vraiment très mal. Donc pour ça a été très bien conçu, hein. Et aux quatre coins du bâtiment, il y a vraiment des petits recoins où c'était des cages des soldats qui pouvaient tendre des embuscades à leurs assaillants. Et vraiment, c'est dans des endroits improbables. Donc vous pouvez vous faire attaquer. Enfin, si vous essayez de prendre le château, vous pouvez vous faire attaquer de toutes parts, hein. Pareil, on a encore des meurtrières, etc. Et il y a des postes de tir tout au long du donjon. Enfin, vraiment, ça sera jamais, c'est impossible, enfin impossible si c'est sûrement possible, mais c'est quand même très compliqué de prendre ce château. Mais au final, petit paradoxe, c'est que du coup, il a les meilleures techniques défensives, etc. Il est super bien conçu, il est génial. Il sera jamais attaqué. Voilà, voilà. Donc, ma foi, est-ce que c'est parce que ça a été dissuasif? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais il sera jamais attaqué. Donc, en fait, il va principalement servir de centre administratif et de lieu de résidence pour le seigneur féodal d'Himeji. Mais c'est plutôt... Enfin, voilà quoi, il a pas trop servi au niveau défensif. Et comme je vous disais, la résidence palatiale, par contre, elle a été détruite pendant l'ère Meiji, donc c'est 19e, début 20e siècle. Et la plupart des logements et lieux du château ont disparu avec le temps. Mais comme je vous l'indiquais, il y a un petit endroit qui servait de logement pour les servantes, etc. et pour la princesse qui a subsisté. Sur le plan, c'est les murailles qui se trouvent tout à gauche et c'est visitable. Encore une fois, c'est entre guillemets un peu vide, mais vous pouvez voir au moins la structure du lieu. Enfin, je veux dire, par exemple, il n'y a plus les panneaux décoratifs où il pouvait avoir de superbes peintures, etc. Notamment, il est dit qu'il y avait de super panneaux avec des oiseaux et des fleurs pour décorer l'intérieur, parce que c'est chez une princesse quand même, donc faut que ça pète un petit peu l'œil. Ça, par exemple, ça n'existe plus. Donc dans ce lieu-là, c'était la princesse Sen qui habitait dans la longue galerie de l'enceinte ouest et elle est conçue pour épouser parfaitement le profil de la colline. L'escarpement et l'existence des meurtrières attestent de la capacité de défense quand même très sophistiquée. Donc pareil, cette zone, elle est pas facile à prendre. Puis c'est normal parce qu'il faut pouvoir protéger la princesse. La pièce où la princesse Sen avait coutume de se reposer et de se détendre a abondé de décorations, comme je vous l'ai dit, et du coup ça va être la partie un peu plus haute de la muraille. La princesse Sen, c'est la figure la plus connue pour le château d'Himeji avec son époux, évidemment. C'est une noble dame qui a eu une vie quand même pas simple, parce que c'est pas simple d'être une femme pendant l'époque Sengoku. C'est-à-dire qu'à partir de ses 6-7 ans, elle est mariée à un clan ennemi. Son mari à l'époque avait 10 ans. Voilà, pour essayer de faire une alliance entre clans. Mais au final, son clan va décider de faire la guerre au clan de son époux. Elle va réussir à se sortir de l'incendie du château. On va la sauver, quoi. Et son lignage est quand même très important puisqu'elle est la petite fille du shogun Tokugawa Ieyasu. Donc Tokugawa, nom important pour le Japon, ok. Et au final, elle va réépouser un autre homme. D'après l'histoire et la légende, ça aurait été un coup de foudre. Elle va se marier à Honda Tadatoki. Ils auront des enfants, etc. Bon, après, ce que ne dit pas la légende, c'est que donc ils ont 2 enfants, une fille et un petit garçon. Le petit garçon va décéder à ses 2 ans. Quelques années après, le père décède et elle décide du coup de rentrer à Edo, l'actuel Tokyo, pour devenir nonne bouddhiste. Voilà. Beaucoup de drames quand même dans sa vie. Bref, ces appartements donc qui sont restés et parce que son mari a donc hérité de ce château et est devenu seigneur d'Himeji. Après, pour la période un peu plus contemporaine, comme je vous ai dit que le château est quand même resté en très bon état et il a bien passé le passage du temps. Vous vous dites peut-être, ouais, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, ça s'est pas fait bombarder tout ça? Eh bien, la ville d'Himeji a pris un petit peu cher. Elle a été bombardée à 2 reprises. La ville était totalement devenue une terre brûlée.
Mais le château d'Himeji, il a aussi été bombardé. Mais par miracle, les obus n'ont pas explosé. Du coup, ça a évité tout incendie. Et du coup, il est dit que parmi cette terre entièrement brûlée de la ville d'Himeji, on voyait le château intact et c'était un beau symbole d'espoir pour les habitants. Et voilà, j'espère que ça vous a plu de voir un château japonais qui change un peu de nos châteaux européens et qui fait un petit pendant à la case qui parlait du château de Sedan. Voilà pour aujourd'hui, nous on se retrouve demain pour la suite.